va partir du côté de la Chine parce qu'elle force de plus en plus et fait monter la pression du côté de Taïwan. On va regarder tout cela ensemble. La semaine dernière, on vous parlait d'avions et de bateaux militaires qui croisaient au large de l'île. Nivine Potros, il se trouve que ces opérations sont de plus en plus conséquentes. Exactement, un record a même été battu ces 24 dernières heures avec plus d'une centaine d'incursions en seulement une journée. 103 avions chinois et 9 navires de guerre ont été détectés autour de l'île dans ce qu'on appelle l'ADIZ. Vous voyez cette zone d'identification de la défense aérienne. Alors attention, il ne faut pas confondre avec l'espace aérien d'un pays. C'est une zone, vous voyez, qui est bien plus large et en fait dans cette zone, tous les appareils étrangers qui arrivent ont l'obligation de s'annoncer aux autorités locales. 40 avions auraient même franchi la ligne médiane que vous voyez juste là, qui est censée marquer la démarcation entre la Chine et Taïwan. Une démarcation évidemment que Pékin ne reconnaît pas. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a environ 200 km entre la Chine et Taïwan. Alors ces incursions, évidemment, elles ne sont pas nouvelles, mais elles se sont intensifiées cette dernière semaine selon les autorités taïwanaises. Mardi à mercredi, par exemple, ce sont 27 avions et 13 navires qui ont été détectés aux abords de Taïwan. De mercredi à jeudi, ce sont 68 avions et 10 navires, 18 avions et 14 navires pour la journée de jeudi à vendredi et donc une centaine entre hier et aujourd'hui. Face à cette recrudescence, les autorités taïwanaises ont décidé de taper du poing sur la table et communiquer ce matin en tweetant ceci: le harcèlement militaire continu de la Chine peut facilement conduire à une montée en flèche des tensions et à détériorer la sécurité dans la région. Nous appelons Pékin à cesser immédiatement ces actions unilatérales destructrices. Alors sans surprise, Pékin n'a pas réagi ni à cette déclaration, ni évidemment aux manœuvres de ces derniers jours, puisque la Chine considère tout simplement qu'elle est dans ses eaux, considérant évidemment que Taïwan fait partie intégrante de son territoire. Alors ces incursions, elles interviennent à un moment assez particulier. La semaine dernière, Nivine Potros, Pékin avait plutôt l'air, allez, quasi de tendre la main à Taipei. Exactement, puisque Pékin manie à la fois le bâton et la carotte. La semaine dernière, les autorités chinoises ont annoncé un plan d'intégration économique avec Taïwan. Le texte vise notamment à transformer la province du Fujian en une zone modèle, ce à quoi finalement pourraient ressembler les relations entre Taïwan et la Chine. Cette fameuse province, elle n'a pas été choisie au hasard puisqu'elle est vraiment située en face de Taïwan, mais surtout un grand nombre de Taïwanais y sont originaires, d'autres y travaillent aujourd'hui pour inciter à la fois les habitants de Taïwan mais également les entreprises à s'y installer. Pékin a proposé 21 mesures très précisément, dont la fin de l'obligation de s'enregistrer pour résider dans la province, évidemment pour les Taïwanais, des aides aux entreprises, une augmentation du quota de Taïwanais dans les universités, des logements à tarifs préférentiels, mais également des aides sociales à 4 mois de l'élection présidentielle en Taïwan. L'objectif de Pékin, il est double: séduire avec des mesures comme celle-ci plutôt attractives, effrayer avec des manœuvres militaires dont on vient de parler. Autrement dit, laisser aux Taïwanais la possibilité de choisir entre une réunification pacifique ou militaire. Merci beaucoup Nivine, merci pour toutes ces précisions et bonjour à Antoine Bondaz, merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de la Corée du Nord et des questions de sécurité en Asie du Sud-Est. Ce que vient de donner Nivine comme information, c'est évidemment intéressant. Moi je lisais l'analyse d'un professeur à l'université de Cornell aux États-Unis, Alan Carson il s'appelle, qui disait il y a quelques mois, qui écartait il y a quelques mois le scénario d'une guerre éclair. Il disait plutôt qu'il allait y avoir une augmentation progressive de la coercition et de la pression. La méthode douce ou l'affrontement militaire, les Chinois n'ont pas tranché, le pouvoir chinois n'a pas tranché selon vous? C'est comme ça qu'il faut lire ce qui se passe depuis quelques jours? Disons que Pékin se garde aujourd'hui toutes les opportunités pour... On raccroche. C'est vous qui sonnez, non? Je ne pense pas que ce soit moi. Ah, alors on a un souci en régie, pardon. On règle le problème, on revient vers vous. Bon. Ça y est, c'est bon, allez-y. Bon, super. Non, côté de Pékin, l'objectif est évidemment de se garder toutes les options et de garder toutes les options sur la table. La stratégie depuis maintenant l'arrivée au pouvoir de Tsai Ing-wen, c'était en 2016, c'est d'accroître progressivement
la pression sur Taïwan, et ce, dans tous les domaines, que ce soit les domaines militaires, économiques, politiques et diplomatiques. Et aujourd'hui, entre guillemets, on ne laisse pas le choix aux Taïwanais, puisque les Chinois veulent imposer leurs décisions aux Taïwanais, comme c'est le cas dans le dernier livre blanc sur la question taïwanaise publié par Pékin en août 2022, qui, de toute façon, marque l'objectif à long terme de Pékin, un objectif présenté comme intransigeant, qui est la prise de contrôle de Pékin par la République populaire de Chine. Alors, Catherine Gentil, c'était le même chercheur qui disait il y a quelques jours, à l'inverse de ce que nous dit d'ailleurs Antoine Bondas, que la balle était dans le camp des Taïwanais, que si les Taïwanais déclaraient officiellement leur indépendance, Pékin n'hésiterait pas à intervenir militairement. Et puis, il analysait derrière le fait que justement la présidente de Taïwan se refuse à le faire et que c'est assez malin de sa part, parce qu'elle estime qu'elle n'a pas à déclarer son indépendance, parce que de fait, elle est indépendante. Exactement, mais c'est tout l'enjeu, effectivement, de ce qui se passe en ce moment entre la Chine et Taïwan. Alors, l'autre acteur dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, sont bien sûr les États-Unis. Oui. C'est-à-dire que les Américains, enfin, depuis le mois de février, l'affaire des ballons, là, on s'en souvient, des ballons chinois qui avaient survolé les États-Unis, évidemment, la température est largement montée entre Washington et Pékin. Les Américains ont fait des gestes pour essayer d'apaiser un peu les choses. Il y a eu des réunions, notamment à Malte ce week-end, entre Chinois et Américains. Anthony Blinken, le secrétaire d'État, va rencontrer le vice-premier ministre chinois qui est à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU. Mais évidemment, souvenez-vous d'ailleurs, Joe Biden avait fait des déclarations où il avait expliqué qu'en gros, les Américains interviendraient militairement si la Chine s'attaquait à Taïwan. Après, le propos avait été un peu modéré. Mais effectivement, on sent que le problème aussi, c'est qu'en ce moment, il y a tellement justement de déploiement de force dans cette région qu'on n'est pas non plus à l'abri d'un dérapage. Donc c'est aussi pour ça que c'est très important qu'il y ait des liens qui soient renoués entre Américains et Chinois pour prévenir toute escalade qui serait, entre guillemets, involontaire. Mais les Chinois disent qu'eux, en gros, ils se sont fixés 2029 au plus tard et plutôt 2027, et que d'ici là, effectivement, d'une manière ou d'une autre, ils reprendront Taïwan. Est-ce qu'on peut dire, Marc Semeau, que les Chinois prennent des risques inconsidérés eu égard à la politique américaine? Parce que finalement, les Américains, ils sont engagés aussi sur un autre front. Ils ont une élection présidentielle qui arrive. Ils ont peut-être... les Chinois jouent un peu avec le feu. Enfin, bon, leur politique est toujours la même, de souffler le chaud et le froid, la séduction et la menace pour conditionner notamment l'élection présidentielle de Taïwan. Mais la question n'est pas tellement qu'est-ce que veut le pouvoir chinois, mais qui est le pouvoir chinois aujourd'hui, et surtout, qu'est-ce qui se passe dans le pouvoir chinois ? Parce que là, on s'aperçoit que le ministre de la Défense, Li Shangfu, a disparu depuis à peu près un mois, fin août. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Le ministre des Affaires étrangères, lui, qui s'appelait Qin Gang, était limogé. Ma prononciation est approximative. C'est l'ancien. L'ancien ouais, c'est ça. Il a été tellement disparu, re-remplacé par celui à qui il avait brusquement succédé, qui était Wang Yi, qui est actuellement à Moscou. Voilà, à Moscou. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Il y a eu des purges à la tête de l'armée, notamment dans les missiles. Il y a, comme ça, l'impression d'une tectonique de plaques qui est en train de bouger en Chine, qu'on arrive très mal à comprendre et à analyser. Et dans un tel climat, si on y rajoute la crise économique, parce que l'économie chinoise quand même pique du nez, et au point que, par exemple, la Chine ne publie même plus les statistiques sur l'emploi des nouveaux diplômés. On voit le secteur de l'immobilier qui est en train de s'effondrer. Donc tous les éléments sont là pour montrer un pouvoir qui pourrait être en train de vaciller, qui pour le moment en tout cas est tenu par Xi Jinping, et donc la tentation de surenchérir sur un thème nationaliste à fond, comme c'est celui de Taïwan. Général, c'est un peu ce que disent effectivement. Il y a deux écoles, si j'ose dire. Il y en a certains qui disent effectivement le déclin de la Chine, tel que l'a décrit Marc Semeau il y a un instant, peut accroître son agressivité contre Taïwan et avoir l'envie effectivement d'une surréaction, parce qu'on ressoude la population autour du sentiment patriotique, etc., etc. Et d'autres, alors cette thèse est moins soutenue quand même, qui disent au contraire cette fragilité au moins économique, ne lui servira pas. C'est nous-mêmes, les Occidentaux, qui avons inscrit la fin de Taïwan. Pourquoi ? Parce que Taïwan, c'était la Chine que nous reconnaissions, que nous avons reconnue jusqu'à la fin des années 60, début des années 70.
Donc la France, les États-Unis, puis ensuite les autres nations ont reconnu la Chine communiste et de facto, à ce moment-là, n'ont plus reconnu le pouvoir de Taïwan. Ce qui fait qu'on est depuis, disons, 70, depuis 50 ans, devant une situation où on a ces gens qui nous sont très proches, pour bien des raisons, hein, et avec qui nous avons lié à toute une série de liens économiques, culturels, etc., eh bien, on ne serait pas en mesure de leur offrir le même soutien qu'on offre à l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ont beau dire, en tout cas le président Biden a beau dire, mais les États-Unis d'Amérique ne reconnaissent pas Taïwan. Moi, je n'imagine pas du tout qu'il envoie la flotte américaine du Pacifique pour repousser un blocus quelconque de la marine chinoise qui devient de plus en plus importante. Donc, c'est bien nous qui avons pris cette décision parce qu'on y était contraint, il fallait reconnaître la Chine de Pékin, enfin de Beijing, à cette époque-là, mais de facto, c'est bien la Chine qui est en deux parties. Alors la séduction faite avec cette histoire de province et de facilité économique est, à mon avis, comparable à ce qu'ils ont pu offrir à Hong Kong au moment où il y a eu ces accords avec la Grande-Bretagne au sujet du retour de Hong Kong à la Chine continentale, avec, disons, un sas de passage qui devait être long, et puis finalement, on l'a un peu raccourci, on l'a un peu accéléré, et c'est, je pense, vers ça que c'est l'option la plus favorable, et sans doute là aussi la plus probable. Je ne crois pas à une opération militaire chinoise très rapide, opération avec un débarquement de force qui ressemblerait à une attaque un peu comme les Russes ont fait sur l'Ukraine, je n'y crois pas. Par contre, je crois, d'ailleurs je l'ai écrit dans le bouquin 2030, je crois que d'ici 2027-2028, la marine chinoise sera en mesure de positionner un blocus autour de Taïwan et que les Américains se trouveront devant l'hypothèse d'agir ou ne pas agir. Et là, on verra que... Enfin, moi, je ne crois pas trop à ce que les djihadistes meurent sur les plages de Taïwan. La stratégie du fait accompli, ou quasiment, ça vous semble plausible, Antoine Bondas, d'autant qu'ils ont donné effectivement une deadline, hein, les Chinois, en fait. Alors, il y a effectivement plus de relations diplomatiques entre les États-Unis et la République de Chine depuis 1979, et il n'y a plus d'alliance formelle entre les deux pays, une alliance qui avait été signée au début des années 50. Cependant, il y a des garanties de sécurité qui sont apportées par les États-Unis, notamment par le Congrès, le Taiwan Relations Act, qui a été signé en 1979 et qui contraint de fait l'action de l'exécutif américain. Et il est bien précisé qu'en cas même de blocus ou même d'embargo dans le détroit de Taïwan, le risque serait important pour la sécurité et la prospérité des États-Unis, et donc cela pourrait ouvrir la voie à une intervention. Puis du côté américain, il ne faut pas oublier que ces garanties de sécurité vis-à-vis de Taïwan, elles sont également liées à d'autres garanties de sécurité qui sont pour le coup, elles, formalisées dans le cadre d'alliances formelles bilatérales, que ce soit avec le Japon, avec la Corée du Sud ou évidemment dans le cadre du traité de l'Atlantique Nord. Et donc en Asie, aujourd'hui, que ce soit à Canberra, à Tokyo ou à Séoul, personne ne croit que les Américains ne réagiraient pas en cas d'attaque chinoise ou en cas de tentative de blocus par la Chine. Par contre, l'ambiguïté stratégique savamment entretenue par les États-Unis demeure sur la nature de cette intervention. Est-ce qu'elle prendrait la forme d'une intervention physique ? Est-ce qu'elle prendrait la force d'un soutien massif, notamment militaire à Taïwan? Là-dessus, il y a de très nombreux scénarios possibles. Ce qui est clair, c'est que du côté chinois, l'armée chinoise se modernise depuis 30 ans désormais pour faire face à un scénario de guerre dans le détroit de Taïwan avec une potentielle une intervention militaire américaine. On le voit sur l'ensemble du développement de la flotte chinoise, sur l'ensemble du développement des capacités balistiques et surtout dans les écrits doctrinaux de la part de la Chine. L'objectif, c'est de reprendre Taïwan si nécessaire par la force, d'empêcher une intervention américaine et si celle-ci doit avoir lieu, de pouvoir gérer entre guillemets, sur le plan conventionnel, les forces américaines. Du côté de Taïwan, l'objectif, c'est évidemment non seulement de s'assurer de ce soutien américain, mais aussi d'accroître les capacités
de défense de Taïwan, qui sont de fait de plus en plus asymétriques, puisque aujourd'hui, le rapport entre les dépenses militaires en Chine et à Taïwan sont de 20 à 1. Il y a donc une asymétrie totale. Et par exemple, le Taïwan envoie des cartes postales, entre guillemets, sur le plan militaire ces derniers jours, avec des essais récents de missiles anti-navires qui seraient un des éléments de la défense de Taïwan. Il y a quand même un sujet aussi, sans doute, et les Chinois ne sont pas idiots, Valérie, et ils le savent très bien, c'est que il a besoin aussi de gérer son opinion, Joe Biden. Donc, c'est pas plus simple avec la Chine qu'avec la Russie. Non, d'autant plus que ce qui se passe là avec Taïwan, et donc cet affrontement par interposition, c'est sur fond de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Et cette guerre-là, elle n'est pas à fleur et moucheté. Et c'est pas juste, on montre les muscles. Il se passe des choses qui sont évidemment importantes dans le cadre d'une élection américaine, puisque, on le sait, l'économie aux États-Unis, si des choses ne vont pas bien, ça va être très compliqué pour Joe Biden de parvenir à battre son vraisemblablement rival Donald Trump. Donc